Merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous, même à distance. Ravi d'être au Caire et de participer à vos débats. Je vais vous proposer une conférence sur les instant cities, les villes de l'instant, entre mobilité précaire et logique urbaine des camps-campements. Avec la montée des incertitudes et des formes de vie précaires, cette question des instant cities, villes instantanées, on dirait en français, villes bâties du jour au lendemain, revient dans les débats des urbanistes et des architectes aujourd'hui. Le thème est ancien, il est apparu dans les années 60, d'abord avec l'histoire des villes du Far West américain, nées en un jour, raconte-t-on, et très vite grandi et développé, comme le racontent les récits des villes de San Francisco ou d'Anvers, dans lesquelles les migrants arrivaient et traçaient leur nouvelle vie sur des espaces nus. À la même époque, dans les années 60, des architectes anglais, Peter Cook et le groupe Archigram, s'inspiraient des lieux de rassemblement et de festivals précaires, comme par exemple le bien connu Woodstock, pour imaginer des villes elles-mêmes mobiles, une utopie de ville faite plutôt d'objets, d'images et de sons transposables que de formes matérielles fixes. Troisième forme des dites instant cities, bien différente en apparence, celle qui est allée des villes de l'instant aux villes fantômes, comme on les a appelées, à l'instar des utopies des villes hors sol construites en Asie, dans le Golfe Persique, au Moyen-Orient, principalement sur le modèle Dubaï par exemple. Nous sommes aujourd'hui dans une autre phase, une autre mise en œuvre de ce modèle. En 2015, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris montrait l'exposition Habiter le campement, qui réincarnait d'une certaine façon le concept d'instant cities à travers les rassemblements festivaliers, par exemple la ville de 3 jours du festival Burning Man aux États-Unis, mais aussi les campements de yurts pour les travailleurs migrants, les campings et mobile homes pour les touristes et travelers, ou les camps-villes pour réfugiés. Allant plus loin dans la même démarche, en 2018, le groupe Actécité à Paris réalise l'ouvrage La ville accueillante, où, inspiré de l'expérience du camp humanitaire de la ville de Grande-Synthe, dans le nord de la France, différentes solutions d'espaces d'accueil sont étudiées, quartiers d'accueil, squats, campements aménagés, réseaux de maisons de migrants, etc. Leur rapidité de mise en œuvre, quelques semaines, et leur coût réduit étant des critères aussi importants que leur potentiel d'intégration et d'acceptation par la population établie. J'ai repris cet exemple dans une réflexion plus large sur la ville hospitalière, dans un essai plus général sur la question de l'étranger, et débouchant même sur la possibilité d'un conflit entre ville hospitalière et État hostile, dans l'ouvrage L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité. Le point commun de toutes ces expériences d'instant cities est leur ambition de réduire, voire de supprimer l'écart entre le temps et l'espace, immédiateté, instantanéité et précarité de la ville. Celle-ci est réimaginée sans histoire et sans futur. Sans empreinte indélébile sur le sol, la ville se pose mais ne s'ancre pas. Elle est associée à la précarité, voire elle-même déplaçable. Ce seraient des villes de l'instant donc. Dans tous les cas, l'idée de la table rase, image du rêve extrême de pouvoir quasi divin de l'architecte et de l'urbaniste, permet de penser la ville en se libérant de la contrainte du réel et du présent. C'est ce que font aussi, et plus librement encore, les fictions post-catastrophes. Dans leur excentricité même, ces images et ces fictions dessinent un horizon de ville possible. C'est ce qui nous intéresse ici. Je précise que mon propos ne vise pas à faire l'apologie des instant cities, mais la description de ce futur déjà présent, déjà observable. Penser la ville à venir à partir de l'ethnographie du présent, d'une partie au moins du présent, quelque peu expérimentale aujourd'hui, mais qui a toutes les chances de s'étendre
tant cette forme urbaine semble répondre à des besoins croissants aujourd'hui et dans cet avenir qui nous inquiète. Mon point de vue est celui de l'anthropologie. Fondamentalement, l'anthropologie urbaine est à la fois politique et écologique. Elle relie les formes et conditions de l'habitat avec les cadres, imposés ou choisis, de la vie en commun. Par écologie urbaine, on a désigné l'approche consistant à saisir la ville comme une forme d'habitat au sens large, le milieu ou l'environnement de la vie en ville. Voire dans les mots du premier de ses penseurs, Robert Ezra Park, et dans le langage du début du XXe siècle, à saisir la ville comme, je cite, l'habitat naturel de l'homme civilisé, proposant de s'interroger en opposition au mode de vie de l'homme primitif, entre guillemets, sur le style de vie et l'ordre social possible dans un tel contexte culturel. Si l'on situe dans les années 20 la naissance de l'écologie urbaine, les ethnographies de communautés urbaines, de cités ou de micro-quartiers, dont la conception lui était d'abord très liée, se sont développées à partir de cette même période aux États-Unis, puis plus largement dans le monde à partir des années 50. C'est ainsi que, pour le dire en résumé, du point de vue du regard de l'anthropologue, le faire-ville se relie nécessairement au faire-communauté. Cette approche associe donc étroitement la cité, c'est-à-dire une forme de vie collective, un esprit, une perception d'un commun, et la ville, c'est-à-dire une réalité physique dans sa spatialité, sa matérialité, pour reprendre les deux définitions que le sociologue et urbaniste Richard Sennett a récemment défendues en s'interrogeant sur leur lien dans l'ouvrage « Bâtir et habiter pour une éthique de la ville ». Or, tout indique que cette approche duale est aujourd'hui de plus en plus présente, bien au-delà des chercheurs, parmi les acteurs de la ville, habitants comme experts et aménageurs, élus, collectifs et institutions intervenant sur le cadre urbain. Elle introduit de la complexité et de l'anthropologie dans la réflexion sur la ville et sur les politiques urbaines. C'est un constat encore fragile, mais ça, il me semble que les professionnels de la ville et les penseurs de l'urbanisme remettent aujourd'hui de plus en plus en cause le fonctionnalisme urbain du XXe siècle, dont on mesure rétrospectivement l'autoritarisme et la violence. Les plans, programmes et même projets, dernier avatar des années 90, ont incarné des politiques urbaines volontaristes et verticales qui s'attribuaient un pouvoir quasi magique de mise en ordre et de bonheur en supposant une transparence entre une forme urbaine décidée en haut et la vie sociale en bas. Inverser radicalement cette approche techniciste et spontanément autoritaire est aujourd'hui possible. Des mots et des idées plus simples et plus souples, plus liquides, dirait le sociologue Zygmunt Bauman, se sont immiscés plus récemment dans le débat. Des architectes et urbanistes prônent maintenant une ville résiliente, inclusive, accueillante. Ils imaginent la possibilité d'une ville inachevée ou d'un urbanisme temporaire ou d'un urbanisme de situation. J'ai évoqué là les termes des architectes Cyril Hanap, Patrick Bouchain, Françoise Fromonot. Pour Richard Sennett, comme avant lui pour l'urbaniste critique Jane Jacob, on doit, pour être efficace, revenir au niveau micro-urbain et à l'informalité contre l'autoritarisme du trop planifié. On doit même aller vers une architecture sans architecte, entre guillemets, ou un urbanisme sans urbaniste. C'est le pragmatisme des habitants opposé à l'esthétisme des aménageurs. La densité protège et la centralité attire, comme l'a montré le philosophe Henri Lefebvre, très peu lu par les professionnels de la ville dans les années 60 et 70, quand il écrivait sur la vie quotidienne et le droit à la ville, mais revenu ces dernières années au goût du jour. Lors d'une enquête dans des camps de réfugiés en Sierra Leone au milieu des années 2000, j'ai rencontré des réfugiés libériens
qui avaient hâte de rentrer chez eux. Pas tout à fait chez eux d'ailleurs. Leur village du Nord Liberia avait été détruit et il fallait tout reconstruire. Ils préparaient un projet de reconstruction tout en manifestant devant les locaux du HCR pour demander leur rapatriement. Deux aspects de leur projet m'ont particulièrement impressionné. D'une part, aussi peu experts en aménagement ou en montage de projets étaient-ils, ils préparaient une demande à présenter à diverses ONG internationales qui, ils le savaient, leur apporteraient facilement de l'aide financière pour retourner chez eux. Ainsi, le camp de réfugiés avait été pour eux un espace de mise en contact avec le monde global, de découverte et d'apprentissage des modèles de la communauté internationale. D'autre part, leur projet était un projet de ville, me disait-il, parce que revivre dans les villages était risqué. Les villages étaient trop petits, les habitants auraient été isolés et vulnérables face au retour possible des groupes armés. S'assembler efficacement, c'était déjà pour eux faire une ville qu'ils associaient aux idées de sécurité et de développement. Faire communauté, c'est donc faire ville, contre l'isolement et pour créer du commun. Il ne s'agit pas de démographie ou de géographie, de taille de l'espace urbanisé. Il s'agit de la ville comme état d'esprit, comme organisation sociale et agencement de la diversité culturelle, mais aussi et tout autant, en même temps, de la ville qui se bâtit concrètement et aménage des espaces de circulation, de partage, de rencontres, etc. Ce pourquoi l'anthropologie, dans son ambition universaliste, est requise et peut être utile, me semble-t-il, c'est justement pour penser ce lien entre l'espace et la communauté. Comment se crée de la relation dans et avec le lieu, de l'identification locale, de la mémoire, de l'action, c'est-à-dire tout ce qui permet d'habiter un lieu, de l'occuper. C'est pourquoi les espaces précaires, peu ou pas bâtis, m'ont paru d'une grande valeur expérimentale, si l'on veut bien leur porter un regard scientifique, fait d'observation et d'analyse, et non pas politique ou moral, fait de jugement compassionnel, accusateur ou esthétique. Il convient ainsi d'appliquer un principe d'égalité entre toutes les formes urbaines. Sont autant de la ville, la 5e avenue de New York que le camp de Shatila en plein Beyrouth, autant de la ville, la favela Cantagallo de Rio de Janeiro, qui a inauguré il y a quelques années son musée de la favela, que la Piazza dei Trevi à Rome, bien connue de tous les amoureux des villes, autant les slums de Bangkok que les quartiers résidentiels de Los Angeles. Cet exercice indispensable d'équivalence théorique a pour effet de suspendre tout jugement moral ou esthétique. Il permet de ne pas ajouter une exclusion théorique aux exclusions sociales ou politiques. Libérons-nous par exemple de l'idée d'indignité de certains espaces dits marginaux, qu'on appellera de l'extérieur des bidonvilles ou des campements ou d'autres termes dépréciateurs, mais que leurs occupants, eux, pourront voir comme une étape d'arrivée en ville, dans un parcours non linéaire d'intégration, une possibilité de rival city, telle que l'a défendu le journaliste Doug Sanders. Toute l'histoire des favelas relate cette odyssée urbaine de plusieurs décennies jusqu'à la politique dite de favela bairro, du bidonville au quartier des années 90, dans la ville de Rio de Janeiro d'abord, saluée et suivie par de nombreuses capitales latino-américaines ensuite, et qui a consisté à stabiliser au lieu d'expulser et détruire les établissements précaires en quartier durable. C'est dans ces marges, ces friches et non-villes que j'ai trouvé un présent qu'on dirait futuriste, un futur déjà là, quelque peu anachronique donc, tout à fait décentré de la ville historique, notamment européenne, à laquelle nous nous référons encore trop souvent
pour penser l'universalité des villes. Je me suis familiarisé avec la vie quotidienne des zones de marge et frontières, des borderlands, et avec celles et ceux qui les habitent ou y passent. Rien d'exotique dans cela, rien d'impossible non plus, ce sont des lieux quelconques, réinvestis, détournés, occupés pour un temps plus ou moins long, des déplacements et des attachements plus ou moins profonds au lieu de résidence, de passage ou de refuge, des situations créatrices d'échanges, éphémères ou non, qui nous font occuper et donner un sens à des espaces et des situations parfois inconnues. Loin d'être exceptionnelle, cette expérience de recherche m'a paru expérimentale et exemplaire d'un certain futur urbain. Cela résonne avec les propos des urbanistes que j'ai mentionnés, comme Jane Jacob ou Richard Sennett, qui défendent un urbanisme pratique ou pragmatique, qui ancre la réflexion, comme Richard Sennett, dans l'homo faber, le faire de l'humain. Il faut, écrit-il, placer l'homo faber au centre de la ville. C'est ce que je ferai ici, donc, en poursuivant cette interrogation sur le faire ville dans sa double dimension, qui est de faire communauté, c'est-à-dire créer ou recréer du commun, et de faire la ville, c'est-à-dire l'inventer et la fabriquer. Ce sont d'étranges établissements humains qui ont formé le paysage de mes terrains, des camps, campements, installations urbaines précaires. Des armatures flexibles, modélables à volonté, des murs transparents, des cubes réversibles ou transposables. Curieusement, ces lieux font d'emblée penser à une ville, mais précaire et démontable. Ce sont des agglomérations temporaires dont la matière est faite de murs en toile plastifiée, de charpentes en planches, en tubes métalliques ou en branchages, de citernes d'eau en caoutchouc, de canalisations et latrines en prêt-à-monter, prêt à défaire, prêt à transporter. Les lumières de la ville sont intermittentes et blafardes, fournies par des moteurs électrogènes mis en route à chaque nouvelle arrivée, fruit d'un désordre ou d'une catastrophe, devenue elle-même prévisible, tout comme ses conséquences techniques, rupture dans les flux et les stocks d'énergie, de nourriture ou de services. Les va-et-vient incessants de camions blancs bâchés emmènent des grandes quantités de riz, de boulgour et de personnes déplacées. Parfois, sur quelques terrains vagues, d'autres enfants jouent au football ou des adultes inventent un terrain de cricket. À partir de la matière première disponible dans la nature, terre, eau, bois de forêt, ou de la matière résiduelle de produits manufacturés disponibles, planches, palettes, bâches plastifiées, toiles de sac, feuilles métalliques d'emballage, plaques de polystyrène, des habitants bricolent et pratiquent une architecture adaptative, réactive, avec les moyens du bord, comme ailleurs ou autrefois une architecture des favelas ou une architecture des bidonvilles. Des maisons de pisé côtoient d'autres constructions en tissu, carton et tôle. Cette matérialité est en constante transformation. Malgré la surprise ou la perplexité qu'on peut ressentir à l'énumération de ces étranges logistiques urbaines, ce n'est pas de la fiction, ce sont mes terrains d'ethnographie urbaine. On y verra peut-être une dystopie, un mélange hétérogène de prêt-à-monter, de récupération ou de bricolage, mais j'y vois juste l'avenir déjà là, au moins sur les bords, dans un monde certes minoritaire, frontalier, à la fois mobile et précaire, mais terriblement efficace et qui a toutes les chances de s'étendre. Ville en kit serait le nom de ce modèle qui viendrait après celui de la ville historique et rejoindrait par le bas, d'une certaine façon, celui de la ville générique dont il serait l'envers moins visible. La ville générique est un terme utilisé par l'architecte Rem Koolhaas, introduit dans les années 90. Cette ville était planétaire, mimétique, reproduisant à l'infini le même modèle de circulation et consommation dans de vastes conurbations, aux, disait-il, sensations faibles et distendues. L'aéroport en était un quartier, si ce n'est le centre, post-ville, sans histoire et sans identité. Son principal attrait
était son anomie. Je suis Trem Koolhaas dans le film générique repris dans l'ouvrage Junk Space. Cette ville en kit, cette ville de l'instant serait donc l'autre aspect, ce qui vient en creux par le bas de cette ville générique. Une écologie et une anthropologie urbaine sont ainsi toutes à inventer pour le monde à venir. Nous n'en connaissons encore presque rien, si ce n'est qu'elles seront marquées par une culture de l'urgence, du présent et de l'incertitude, organisant et meublant des espaces nus ou rasés ou abandonnés pour des durées inconnues. Ce qui est marquant est la répétition du vide qui prévaut au premier jour de ces fragiles agglomérations, mais aussi la résurgence rapide de la vie sociale, de la débrouille technique, d'une organisation politique et de la quête de sens. Cette ville de l'instant semble plus périssable, mais aussi plus adaptable et résiliente, comme on dit, que la ville historique, qui ne peut plus donc être le seul modèle. On peut s'interroger sur le caractère utopique ou dystopique de ces imaginaires urbains qui naissent de l'observation des contextes dits marginaux et de leur permanence malgré leur destruction répétée partout. Faut-il opposer une occupation de ce qu'en France on appelle les ZAD, les zones à défendre, une invasion de bidonvilles et une installation de migrants sans abri devenus jungle, selon le pourquoi de leur existence, toujours spécifique, ou faut-il, à l'inverse, les rapprocher selon les comment de leur processus, toujours entre résistance et adaptation, et selon les possibles qu'ils ouvrent. Si ces établissements humains peuvent être considérés, comme je le défends ici, comme les tout premiers gestes d'un processus urbain, du faire-ville dans son universalité, alors il convient de s'interroger sur ce qu'ils ouvrent, les décrire en risquant des scénarios. Comment passe-t-on de cette marginalité qui fait désordre à de la ville? Une pensée concrète, une architecture aesthétique, un habitat minimal, évolutif, peuvent rendre justice à ces situations et leur donner une chance d'inspirer d'autres expériences et d'autres manières de faire ville. Cela fait écho à l'approche et à quelques-uns des termes de l'architecte grec et français Georges Candilis, 1913-1995, pour qui l'observation directe au Pérou, dans la périphérie de Lima, au début des années 70, d'un processus d'installation et construction d'une invasion, fut un choc. Dans la nuit, écrit-il, des milliers de personnes avaient envahi un terrain vague pour construire une nouvelle ville, comme l'alerta son collègue péruvien, et qu'il relate dans un ouvrage réédité en 2012, intitulé « Bâtir la vie, un architecte témoin de son temps ». C'est moins l'invasion elle-même dans la périphérie de Lima que la réaction de l'architecte européen qui m'intéresse ici. Longtemps collaborateur de Le Corbusier, Candilis a passé des années à concevoir en Europe essentiellement des très grands ensembles à bas prix pour les plus démunis, disait-il. Il voit dans le mouvement d'invasion urbaine à Lima un raz-de-marée populaire devant lequel les autorités cèdent et qui va construire une maison, je cite, qui va construire une maison, une ville sans matériaux ni architectes, avec la seule force du plus grand nombre et le seul espoir de survivre. Le deuxième jour de l'invasion, sous les yeux de l'architecte devenu simple témoin, les maisons commencent à s'édifier avec des matériaux de récupération, des quartiers se forment et les habitants, y compris les enfants, dit-il, votent pour désigner leurs responsables. J'assistais émerveillé, écrit Candilis quelques années plus tard, à la naissance d'une véritable communauté urbaine, et il évoque, enthousiaste, l'esprit même de la ville. Il exprimait ainsi avec enthousiasme l'intense découverte que cet événement avait représenté pour lui,
et surtout le fait que le faire ville passe par un événement qui est l'irruption d'un sujet citadin, porteur de l'esprit de la ville et faiseur de communautés urbaines. C'est ce sujet citadin et cette communauté urbaine qui font la ville et qui permettent de penser à nouveau frais le modèle des instant cities, mais contre l'idée qu'elles puissent naître hors sol. Ce partage d'expériences, pour devenir systématique et efficace sans être du mimétisme ni du collage formel, suppose une prise de conscience de l'égalité théorique de toutes les formes urbaines, comme je l'ai rappelé au début de cette réflexion. C'est une démarche qui ne demande ni exotisme ni populisme, mais une attention à ce qu'il y a de plus universel dans le faire ville, qui est une énergie de rassemblement et de mise en commun, dont la disparition, à l'inverse, engendre les étalements diffus et les ghettos qu'on connaît aussi aujourd'hui dans le monde. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de bons débats.